Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cet après-midi consacré donc à 2 tables rondes. Première table ronde, comment concevoir et mener un projet de rénovation énergétique. Deuxième table ronde, comment financer un projet de rénovation énergétique, donc en copropriété. Nous accueillons plusieurs intervenants qui vont parler à tour de rôle. Donc ce que je vous propose, c'est de déjà faire un rapide tour de table. Certains intervenants ont une petite présentation visuelle pour étayer leurs propos. Donc on va faire déjà un tour de table et puis ensuite on évoquera différentes questions problématiques et on gardera un temps d'échange avec la salle. Donc vous pouvez préparer vos questions. On gardera un quart d'heure à la fin de la table ronde pour pouvoir échanger. Alors nous accueillons donc Renaud Don, chef de projet énergie à l'UNARC en grand témoin, Michel Cherrier, président du conseil syndical de la copropriété Résidence Rive de Saône à Chalon-sur-Saône, accompagné de Monsieur Lombard, donc le syndic de copropriété qui gère donc cette copropriété, Fabienne Sérignac, chargée de mission copropriété à Bourgogne Énergie Renouvelable, Francis Voncam du bureau d'études du Paquier, Jean-François Buet, président de la FNAIM nationale, Éric Vernat, donc architecte, président de la compagnie des architectes de copropriété, et François Sivardière, chargé de mission habitat privé à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grenoble. Monsieur Cherrier, Monsieur Lombard, je vous laisse ouvrir le bal. Alors j'ai préparé un visuel de votre copropriété, Monsieur Cherrier. Là on voit une vue d'ensemble. Donc c'est une série de plusieurs bâtiments construits dans les années 70 et vous êtes engagé donc actuellement dans un projet de rénovation. Vous allez nous expliquer en 4 minutes comment ça se passe pour vous. Alors, ça fait très longtemps qu'au niveau de la copropriété, on s'inquiète de la part chauffage dans les charges. On a pendant longtemps travaillé sur la chaufferie et en janvier 2008, il y avait des gens qui émettaient, on va mettre sur le toit des capteurs photovoltaïques et puis on va faire de l'énergie, etc. Donc, à l'époque, on a commencé à faire voter un petit budget de 5 000 pour faire une étude sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'autant que la période de ravalement approchait. Donc on a commencé en janvier 2008. Et on a réalisé en février 2009 la réception d'un diagnostic énergétique. On a fait ça en 2008. En 2009, on reçoit des offres pour la réalisation d'un diagnostic énergétique. Et là, on doit dire que l'Assemblée générale a été très réceptive puisque cette décision d'étude a été acceptée à 92%. Et ça a été subventionné par l'ADEME. À l'époque, ça marchait encore. En mars, donc un an après, on a eu la remise du diagnostic qui donc faisait un certain nombre de propositions. Et à partir de là, on s'est dit, il faut commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait ? Et il a été créé, donc en avril 2010, une commission ravalement-isolation. Donc on avait commencé en janvier 2008. En avril 2010, on crée une commission pour travailler sur l'organisation. Et on s'appuie sur la CAUE saône-et-loirienne pour faire un cahier des charges pour appeler une équipe architecturale, c'est-à-dire architecte, thermicien, économiste, pour nous proposer une solution de ravalement par vêture extérieure.
On a questionné 5 équipes d'architectes, et donc on a été amené à choisir. On a proposé à l'Assemblée générale le vote de ce projet architectural qui a été accepté à 97,3%. 0 abstention. Et donc, l'architecte a travaillé pendant l'année 2011 jusqu'en mars 2012, où il nous a remis sa proposition, à partir de laquelle on a eu des échanges avec lui, la commission que j'appellerai ad hoc, ravalement-isolation, sur les scénarios qu'il proposait. La commission l'a orienté sur un choix déterminé, pas tout le laisser dans tous les sens. Et on a fait la présentation simplement d'informations à l'Assemblée générale des copropriétaires au mois de juin 2012. Alors, la réaction, évidemment, c'est toujours la... oui, je suis passé par-dessus un petit point. Dans le fonctionnement de la commission ravalement-isolation, on pourrait penser qu'à partir du moment où les personnes se sont investies, ils ont pour souci le bien collectif. Et on s'est aperçu qu'au sein de cette commission, quelques participants s'attachaient essentiellement à quelques petits points de détail qui concernaient leur logement, et en faisant des blocus très forts, en s'appuyant sur la notion de partie privative, donc vous n'y mettrez pas les pieds et puis vous n'avez pas intérêt à y toucher. Et puis je vous mets... bref. J'étais passé par-dessus là, c'est quand même... ça ne facilite pas la discussion et le travail sérieux. Donc, et au cours de ces réunions de commission, on avait aussi eu des chiffres de la part de l'équipe architecturale, et on s'était dit, ces chiffres, on se les garde pour nous. Bien évidemment, je n'ai pas dépassé encore, bien évidemment, ça a été diffusé sur le terrain dès le lendemain. Et donc, lorsqu'on a fait la présentation générale, on a essayé d'insister auprès des gens pour leur dire « Attendez, ne prenez pas de décision maintenant, réfléchissons, regardons tout ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça va se financer, etc. » Donc, voilà comment ça s'est déroulé. Bon, les chiffrages ont été faits et on est arrivé hier soir à la présentation en commission ravalement de la présentation économique du projet telle qu'on la présentera le 19 décembre en information, il n'y aura pas de décision, ce sera une information, avec comme élément principal leur faire sentir à l'ensemble des copropriétaires, est-ce que vous êtes contre un ravalement-isolation qui, par rapport à un coût de peinture ordinaire, vous coûterait 2,03 € par jour pendant 10 ans. Alors, on viendra tout à l'heure parce que le représentant du cabinet Cartalier, M. Lombard, qui est à vos côtés, nous expliquera dans la table ronde consacrée à l'ingénierie financière comment est-ce qu'il présente ces aspects-là en Assemblée générale de copropriété. Juste, Monsieur Lombard, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez travaillé dans le cadre de cette copropriété, avec notamment Monsieur Chérier n'en a pas parlé, mais rapidement, en tout cas, la création d'une commission spéciale. Donc, il y a eu une innovation sociale, si je puis dire, dans ce projet, puisque Monsieur Chérier a travaillé, Monsieur Chérier et d'autres copropriétaires ont travaillé main dans la main avec leur syndic. Pour resituer un petit peu la chose, il s'agit d'une copropriété un peu particulière qui représente 240 logements, qui est une copropriété phare à Chalon-sur-Saône, puisque située au bord de la Saône, donc extrêmement
visible et lisible de la ville-centre. Voilà, c'était pour resituer un petit peu. Je n'ai pas voulu m'approprier le projet puisque je ne suis a priori pas copropriétaire à l'intérieur de cet immeuble. Donc je voulais impérativement que ce dossier soit mené par des copropriétaires. Nous avions un organe existant qui est un conseil syndical. Néanmoins, les gens qui sont à l'intérieur de ce conseil syndical ne se sentaient pas forcément concernés par ce projet spécifique ou n'avaient pas de compétences particulières. Donc, et en dehors de ça, il y avait des copropriétaires qui pouvaient avoir des spécificités intéressantes pour mener le dossier. Donc, nous avons monté une commission spécifique ravalement-isolation en dehors du conseil syndical. Force est de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens du conseil syndical qui font partie de cette commission, mais il n'y a pas d'exclusivité à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas voulu m'approprier le montage du dossier. Il fallait impérativement que ce soit les copropriétaires qui se l'approprient. D'accord. Je ne suis là qu'en tant que soutien, aide, organisateur, c'est tout. Alors je précise donc que M. Lombard a mis à disposition notamment des locaux, il était secrétaire de séance, enfin il y a eu tout un processus, on reviendra dessus un peu plus tard. Fabienne Sérignac, chargée de mission copropriété à Bourgogne Énergie Renouvelable. Est-ce que tu peux nous parler, nous mutualisons nos locaux, hein, Bourgogne Énergie Renouvelable et Bourgogne Bâtiment Durable, donc on se connaît bien, d'où le tutoiement. Fabienne Sérignac, je suis membre de l'association Bourgogne Énergie Renouvelable, qui est une association loi 1901, qui se situe effectivement dans la Tour Elitis, qui coordonne des projets sur les domaines de la maîtrise de l'énergie, de l'économie d'énergie, des énergies renouvelables et de l'ERE, c'est-à-dire l'éducation relative à l'environnement, aussi bien au niveau animation que formation de formateurs. Donc pour ma part, je suis missionnée par l'ADEME pour accompagner la rénovation énergétique des copropriétés en Bourgogne, aussi bien au niveau de l'animation des projets locaux comme ceux dont vont parler plus tard, je crois, M. Pribetich, sur ce qui a été lancé comme expérimentation sur le Grand Dijon. La même chose sur le Grand Chalon, qui est bien avancé, puisque sur tous ces projets, on a déjà une petite douzaine d'audits qui sont d'ores et déjà présentés aux copropriétés. Donc mon rôle consiste aussi à capitaliser, à expérimenter sur tout ce qui se passe dans les copropriétés pour le développer. Alors, comme on a très peu de temps, je vais passer assez rapidement sur les 4 raisons qui font qu'il faut économiser l'énergie. J'ai envie quand même d'appuyer un point qui est l'amélioration du confort. Parce que on a beaucoup de témoignages, en particulier des personnes âgées dans les bâtiments qui viennent d'être rénovés, qui nous disent « si vous saviez comme on est bien depuis qu'on a cette isolation, on n'a plus froid et même l'été, on n'a plus aussi chaud, on ne met plus de climatisation ». Voilà, je pense que c'est important de donner ce témoignage parce que c'est vraiment le ressenti des gens. Donc, on va parler des audits un petit peu plus en détail. Ce qui me paraît intéressant donc dans les audits, c'est ce graphique que vous voyez, qui est un des éléments principaux donc, de l'audit qui vous donne une vision assez claire des déperditions du bâtiment. Parce que quand on fait une rénovation énergétique, évidemment, on ne commence pas par changer la chaudière, on cherche la sobriété énergétique du bâtiment. Donc sur ce schéma, vous voyez assez clairement tous les points qui ont besoin d'être travaillés, à commencer par les murs extérieurs en jaune, qui représentent quand même 28% des déperditions. Pardon, il faut que je me rapproche. Bon. Donc 28% des déperditions par les murs extérieurs, auxquels il faudrait rajouter les ponts thermiques. Vous voyez que si on ajoute les deux, on commence à avoir vraiment, ces murs extérieurs sont vraiment très déperditifs. Vous avez les fenêtres, évidemment, qui sont en vert clair sur la gauche. La ventilation avec les infiltrations parasites, les courants d'air, qui sont un point important aussi. Et puis, merci. Et puis donc l'isolation des toitures terrasses. La plupart du temps, quand on a une toiture terrasse, souvent l'isolation a été faite à l'occasion de travaux d'étanchéité. Une isolation a été rajoutée, mais dans les cas de toiture simple, en général, il n'y a pas d'isolation et donc des grosses déperditions par le plafond. Je précise que ces chiffres sont pour 5 usages, à ne pas confondre avec les calculs qui sont faits pour les diagnostics de performance énergétique. Donc, merci. Le constat des audits du Grand Dijon a été
sur les bâtiments qui sont donc des années avant 75 et qui n'ont aucune isolation, c'est-à-dire qui n'ont pas eu ensuite de travaux, de remise à niveau. 2 scénarios ont été proposés par le cabinet du paquet, par M. Francis Wonkham qui est ici. Premier scénario, atteindre l'objectif HPE, donc qui est de 180 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. On atteint ce scénario assez facilement en faisant une isolation thermique par l'extérieur, enfin de préférence par l'extérieur, en faisant souvent l'isolation par exemple de la toiture terrasse ou du plancher qui se situe sur les caves, sur les parties extérieures, et très important en reprenant la ventilation de ce bâtiment. On a tenu à chaque fois à bien appuyer sur ce point pour ne pas risquer de dégradation du bâtiment suite à l'isolation par l'extérieur. Monsieur Wonkham probablement en reparlera ensuite. Deuxième scénario proposé, le scénario BBC, donc bâtiment basse consommation rénovation, qui pour Dijon doit atteindre 96 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Donc là, on va vraiment beaucoup plus loin. On traite tous les éléments déperditifs du bâti. On optimise la production, la distribution de chaleur, on isole les réseaux, etc. On va au maximum. C'est un scénario qui est très cher et que la plupart du temps, décidément, j'ai pas de chance. Faut rapprocher le micro. Faut rapprocher le micro. Faut mettre le micro. Là, ça va. Donc le scénario BBC, lui, est particulièrement cher. C'est celui-là finalement. Le scénario BBC, donc, oscille entre 10 000 euros d'investissement jusqu'à 35 000 euros selon les bâtiments. Donc, pratiquement jamais on a eu de copropriété qui soit prête à s'engager dans ce scénario-là. Donc, mon rôle a été d'essayer de trouver un troisième scénario qui aille plus loin que le premier, qui ne peut pas être satisfaisant, juste une isolation par l'extérieur et puis donc la reprise d'une isolation de plancher. C'est un petit peu dommage. On a un risque de tarir le gisement d'économie d'énergie, c'est-à-dire que quand on a fait ce genre de travaux, qu'on a atteint ce scénario HPE, on risque de se dire ça y est, on a terminé, on n'a plus de travail à faire, on ne parle plus d'économie d'énergie, ce qui serait vraiment dommage parce qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin en matière d'efficacité. Bien, merci Fabienne. On va revenir sur tes missions. Francis Wonkham, donc, vous êtes technicien au bureau d'études du paquet à Chalon-sur-Saône. Donc vous réalisez des audits énergétiques. Comment est-ce que vous travaillez avec les copropriétés? Est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience en tant que professionnel, les relations que vous avez avec les copropriétaires? Merci. Francis Wonkham du cabinet CE du paquet. Nous sommes basés à Chalon-sur-Saône et nous avons un rayonnement qui va jusqu'à couvrir toute la Bourgogne. Donc on fait des audits autant à Chalon qu'à Mâcon ou même dans Lyon. Nous avons participé à l'opération du Grand Dijon, donc où nous avons principalement réalisé l'ensemble des audits qui ont été synthétisés dans le cadre de la présentation de Madame Sérignac. Et donc il est aussi important aujourd'hui de relever un certain nombre on va dire de freins ou d'obstacles à la réalisation des différents audits qui sont souvent, on va dire, dus au manque d'échange entre les différentes parties prenantes, entendu le bureau d'études, le syndic et également les copropriétaires. Donc, il est important, dans le cadre de notre démarche d'audit, qui comprend l'état des lieux, qui est une phase très très importante, à savoir l'enquête auprès des copropriétaires, à savoir les relevés sur les sites, qui est la base même de la réalisation d'un audit, on va dire d'un audit pertinent. Donc très souvent, assez souvent même, donc il y a eu la difficulté d'avoir accès à des logements, d'avoir des plans. Ça, c'est ce qui est certainement le plus difficile à obtenir parce que les bâtiments très souvent datent
des années 60, voire avant, beaucoup plus loin. Mais on arrive toujours à pouvoir faire des relevés sur le site et à pouvoir faire des calculs les plus pertinents possibles. Donc il est important pour nous, auditeurs, d'avoir ces ensembles d'informations pour pouvoir faire une étude de cohérence derrière, parce que pour croiser les données de consommation que fournissent l'ensemble des factures et l'état même du bâtiment, il est intéressant de connaître comment le bâtiment se présente. Donc si on n'a pas des éléments du bâtiment, il va être difficile de faire une comparaison entre les consommations et de pouvoir relever les dérives possibles. Donc il y a une première partie qui va consister à faire cet état des lieux et une modélisation au travers des outils de simulation. Et en face de cette modélisation, mettre les données de consommation réelles ou facturées si vous voulez, et de pouvoir relever, de faire une analyse de cohérence. Et la troisième phase de l'audit, ça va être de pouvoir faire des préconisations, de faire des chiffrages, bien entendu en tenant compte de la réalité de la copropriété, en tenant compte aussi du potentiel de chaque amélioration dans la définition des scénarios, parce qu'on se rend souvent compte que des améliorations qui ne sont pas forcément visibles, comme l'isolation des planchers, est souvent mis de côté, alors que ça peut générer des gains non négligeables pour des investissements pas forcément très très importants. Voilà, on discutera de la suite techniquement. D'accord, oui. On discutera surtout de comment est-ce que vous vulgarisez en quelque sorte les informations très techniques que vous livrez à des syndicats de copropriétaires. Merci. Alors, Monsieur Don, une remarque ? Oui, donc j'abuse de mon statut de grand témoin. Non, mais c'est intéressant ces remarques, si on fait un peu le recoupement avec ce que je disais tout à l'heure, où on parlait beaucoup de la préparation de l'audit. Là, ce qui est retranscrit dans le message de monsieur, voilà, c'est très important d'avoir les documents, les plans pour pouvoir commencer. Ça veut dire dans la réalité que quand il arrive sur le terrain, il n'a pas les plans, il n'a pas les factures et qu'il doit aller se débrouiller pour recoller, pour faire son vrai travail d'audit qui est l'analyse des données et le recollement. Et du coup, toute cette préparation, elle est indispensable d'être bien préparée en amont pour que le travail des techniciens il soit efficace et que les 5 jours de travail qu'on va payer soient effectués pour vraiment faire du travail et pas pour aller chercher des informations. Donc voilà, ça rebondit bien avec la démarche présentée tout à l'heure. Alors peut-être la question de où est-ce que sont centralisées ces informations et comment elles sont archivées aussi, toute une problématique d'archivage et de traitement de ces ressources documentaires. Il m'est déjà arrivé d'entendre des témoignages de copropriétaires qui étaient allés chercher dans des caves des plans qui dataient d'il y a plusieurs dizaines d'années, voilà, qu'on retrouve en plus dans un état où ils ne sont pas toujours exploitables. Donc une diversité de données, une quantité de données aussi importante à gérer. Jean-François Buet, vous êtes président de la FNAIM nationale. Quel est votre point de vue sur les rapports qu'entretiennent les cabinets de syndic avec les syndicats de copropriétaires et les différents organes de la copropriété, conseil syndical. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez parlé du travail que vous réalisez à la FNAIM avec un livre blanc, donc une proposition de réforme des métiers de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Oui, alors c'est vaste parce que dans ce livre blanc, il n'y a pas que la copropriété, mais nous, bien entendu, on est en contact avec les copropriétaires au quotidien et notre courroie de transmission, c'est toujours le conseil syndical, comme cela a été dit précédemment. La Fédération nationale de l'immobilier, c'est les agents immobiliers, les gestionnaires d'immeubles et aussi les syndics de copropriété. Sur ce sujet-là, puisque la loi 65 c'est large, il était important pour nous de sensibiliser déjà nos adhérents et leurs collaborateurs sur la nécessité de la rénovation du parc ancien. Alors, je sais que vous avez été abreuvé de chiffres, donc je ne vais pas en redonner, mais c'est vrai qu'on a 33 millions de logements en France et qu'on en construit 350 000 par an. Donc même si on met une réglementation sur le neuf, on voit bien que si on ne traite pas l'ancien, dans 20 ans, on n'aura malheureusement pas fait grand-chose.
Donc l'ancien étant géré par les professionnels que je représente en partie, notre premier rôle a été de s'impliquer dans le plan bâtiment devenu durable, et puis de sensibiliser l'ensemble de nos professionnels et de leurs collaborateurs grâce à une école de formation qu'on a créée il y a une dizaine d'années qui s'appelle l'ESSI, qui fait 35 000 journées hommes de formation par an, sur la nécessité de procéder à la rénovation énergétique des copropriétés. Mais nous, on n'est pas thermicien, on n'est pas architecte, on n'est pas dans le bâtiment, on est plutôt à l'origine juriste ou comptable. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les copropriétaires, d'en parler tout de suite avec les conseillers syndicaux, parce que c'est la courroie de transmission, de façon à voir si effectivement, dans les copropriétés, il y a le ressentiment d'un vrai besoin. C'est le premier stade. Je crois que ça a été expliqué. Il faut respecter les stades. Donc, on a mis en place des formations pour nos collaborateurs et on a mis en place également des formations, ça va vous surprendre, mais pour les conseillers syndicaux. Et avec différents partenariats que nous avons dans le bâtiment, que ce soit la Fédération du bâtiment, les fédérations d'assurance, les représentants des techniciens, des diagnostiqueurs, on a fait des tours de France avec des partenaires, j'en vois dans la salle, pour sensibiliser les conseillers syndicaux à la problématique de la rénovation énergétique. Parce que l'enjeu est énorme, 2020 c'est demain. Donc, et on a lancé une première opération, 100 000 logements éco-rénovés, qui trouve son échéance là au 31 décembre, qu'on a réussi, mais aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement a un enjeu beaucoup plus important, puisque c'est 500 000 logements par an qu'il va falloir initier. Voilà, rapidement brossé, le rôle de la Fédération nationale de l'immobilier. Bien, merci Monsieur Buet. On reviendra tout à l'heure sur les multi-compétences et compétences d'ailleurs qui ne cessent de s'élargir pour les syndics, ce qui fait une complexité aussi à gérer. Je le dis parce qu'on a souvent tendance à prendre. Enfin, moi j'ai entendu beaucoup ça quand je me suis approprié le sujet de la rénovation, pas seulement énergétique, mais de la rénovation et de la gestion des copropriétés. Souvent le syndic c'est un peu le bouc émissaire sur lequel on aime bien taper. Donc je romps le coup avec cette idée. C'est pas l'objet de l'après-midi et de la journée. Les syndics prennent en charge une très grande complexité avec des compétences toujours élargies et des impératifs également de rentabilité d'entreprise classique. Merci. On reviendra sur ces questions-là si vous le voulez bien après. Monsieur Éric Vernat, vous êtes architecte. Vous êtes président de la compagnie des architectes de copropriété. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous envisagez votre rôle dans cette problématique de rénovation énergétique et les expériences que vous avez eues? Oui, merci Perrine. Alors quelques mots sur la compagnie des architectes de copropriété. C'est une compagnie d'une centaine d'architectes sur l'Île-de-France. Nous commençons à avoir des contacts sur Bordeaux, des contacts sur Strasbourg, des contacts sur Nice pour essaimer. Et nous sommes des architectes à peu près spécialisés sur la copropriété avec une formation continue annuelle qui permet à nos membres d'être toujours, je dirais, au mieux pour rendre le meilleur service aux copropriétaires. Donc il y a effectivement à Paris une liste en Île-de-France d'architectes et si les copropriétaires ont besoin, géographiquement parlant, d'appeler 4-5 architectes, ils peuvent piocher dans cette liste pour faire une mise en concurrence. Ils seront certains d'avoir des architectes qui savent ce que c'est qu'une intervention en AG. Alors effectivement, le rôle des architectes n'est pas toujours, je dirais, très clair pour les conseils syndicaux et pour les syndicats un peu moins, surtout pour les conseils syndicaux. Je le vois parce que quand on est appelé, on est toujours appelé à différents stades de l'acte de rénovation. Alors effectivement, je dirais qu'au-delà de la maîtrise d'œuvre classique où on nous connaît en tant que mettre au point un projet, faire des cahiers des charges et mettre effectivement en route les travaux, on a finalement une intervention qui est beaucoup plus large. Alors tout d'abord, je voudrais dire que la copropriété, c'est un ensemble de bâtiments où il n'y a pas de règles uniques. Alors ça, c'est très important de le dire. Nous, sur Paris, on a des bâtiments qui vont du 18e à ossature bois et remplissage plâtre à des promotions des années 2000. Alors je peux vous dire que les problèmes, ils sont extrêmement larges et totalement différents les uns des autres. Il faut le savoir, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes qu'on pourrait appliquer à tout le monde. Donc effectivement, c'est vraiment du cas par cas. Et sur chacune des copropriétés où on est appelé, eh bien on va essayer effectivement de jouer un rôle là où on sent qu'effectivement il y a un manque. Alors on est quelquefois appelé trop tard, on est appelé la veille de l'AG pour faire une proposition d'étude de ravalement. Là on ne peut pas redresser le tir, c'est clair, c'est un peu tard.
Ça arrive encore malheureusement souvent, et même on nous dit, écoutez, faites-nous un prix pour une étude de ravalement décoratif avec une option isolation thermique par l'extérieur. Bon, il faut le savoir, ça arrive encore. Voilà. Alors là, c'est raté, c'est dommage pour la copro parce qu'elle a manqué une étape. Parce qu'en fin de compte, j'ai essayé un petit peu de concrétiser toutes les missions que nous assumons, alors directement ou indirectement. Alors effectivement, on accompagne en amont parce qu'on essaie un petit peu de mettre en ordre ce qu'une copropriété finalement n'arrive pas toujours à finaliser ou à programmer. On essaie de mettre en ordre avec elle les enjeux, le programme et le diagnostic. Ça, c'est très important que la copropriété sache exactement ce qu'elle veut faire. On ne peut pas partir et lancer une opération de ravalement sans avoir vu la terrasse, dans quel état elle est, sans avoir vu la ventilation, etc. Là, il faut leur dire, attention, stop, prenez votre temps, il n'y a pas urgence, vaut mieux faire un bon vote dans 2 ans qu'un vote bâclé tout de suite. Et ça, c'est un rôle qu'on a de plus en plus, effectivement, un rôle d'accompagnement et de programmation. Alors, notre spécificité, c'est effectivement notre connaissance du bâtiment pour faire le bon diagnostic. Il est indispensable de faire un bon diagnostic qui soit le plus large possible. Alors, ce diagnostic, si on a un peu de chance, effectivement, eh bien, la copropriété a lancé un diagnostic global. Alors, sans doute que Renaudon en a parlé. Effectivement, un diagnostic global, on va avoir un diagnostic thermique, énergétique et un diagnostic d'architecte. Alors là, c'est le cas idéal. Effectivement, l'ARC milite pour ça et je crois que c'est effectivement ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce qu'un thermicien n'est pas un maître d'œuvre, donc il va faire des préconisations, mais je dirais il ne peut pas se mouiller en maîtrise d'œuvre. Il ne peut pas dire voilà comment il faut faire. Il va faire des préconisations, il va faire des estimations sur la base de mes traits, mais ça va s'arrêter là. Et on ne peut pas, en partant d'un audit énergétique, tout de suite donner ça à une entreprise pour faire des travaux. Là, il manque une phase qui est effectivement l'étude de faisabilité par rapport à l'état du bâtiment. Et là, je crois que c'est indispensable, effectivement, de mettre en place un diagnostic global. Et là, l'architecte, franchement, est très bien placé pour le faire. Diagnostic faisabilité pour vous donner les moyens de vous décider à travers un plan pluriannuel de travaux qui va effectivement être la résultante d'un certain nombre de scénarios. Et l'aspect financement, on en reparlera tout à l'heure, il est indispensable parce qu'une copropriété, ce qui l'intéresse finalement un copropriétaire, c'est combien je vais payer par mois dans cette situation sur 10 ans, sur 5 ans, sur 30 ans, que sais-je, c'est eux qui choisissent. Mais je dirais c'est ça finalement qu'on doit aboutir. Et quand on fait des scénarios de travaux, eh bien on estime à peu près ce que ça va coûter par mois de remboursement. Est-ce qu'on va faire des prêts? Est-ce qu'on va solliciter des certificats d'économie d'énergie? La partie financement, là aussi, on apporte une plus-value parce qu'effectivement, on amorce un certain nombre de pistes pour trouver les meilleurs financements. Le but pour une copropriété, c'est de pouvoir faire son amélioration énergétique la meilleure par rapport à ses possibilités financières. Bien sûr, on n'ira pas jusqu'au BBC. Quand on annonce aux copropriétaires qu'ils vont devoir mettre 20 à 30 kilos euros, il n'y a plus personne dans la salle. Il faut rester homogène et honnête par rapport aux copropriétaires. Il ne faut pas qu'ils fassent le minimum, il faut qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Et là, déjà, on a accompli un grand pas. Alors, je vais quand même revenir sur une chose qui est les simulations architecturales. On parle beaucoup d'isolation thermique par l'extérieur, de vêture. Quelle tête va avoir mon bâtiment après? Ça, nous, on l'intègre toujours dans nos diagnostics. C'est-à-dire qu'on fait des images de synthèse pour montrer, voilà, si on habille votre copropriété avec 20 cm d'isolant, ce que ça va donner, avec des vêtures. Voilà, si on intègre en jardin d'hiver les loggias, par exemple, pour faire des économies d'isolation. Ça, on l'intègre, c'est souvent oublié. Les simulations architecturales sont indispensables. Pour la petite histoire, Bouygues, dans ses CPE, intègre, alors ils ne disent pas simulation architecturale, ils disent image finale. Voilà. Mais ils ont bien, effectivement, cette phase qui est de dire quelle tête va avoir ma copropriété. Je dirais, pour la petite histoire, c'est quand même sympa de se dire que sa copropriété a une meilleure tête après qu'avant. C'est-à-dire qu'on a été valorisé, qu'on a quelque chose qui se voit. Je crois que c'est le minimum. Et puis, alors, je n'ai pas terminé avec la dernière. Mission de maîtrise d'œuvre classique. Voilà, merci Firine. Donc, j'en ai terminé. On peut passer effectivement. Alors, j'ai quelques photos d'isolation thermique par extérieur. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis des photos? Pour montrer qu'il y a des copropriétés où ça marche, où il y a quelques expériences. Alors, on a du mal à en trouver, mais il y en a. Il y en a. Là, il y a eu un CE, un certificat d'économie d'énergie, donc pour 8 500 €. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, EDF propose, par l'intermédiaire de Domo Finance, un emprunt où il intègre les certificats d'économie d'énergie dans l'emprunt. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un taux à 3,90, vous avez un taux à 0,90. Voilà. Il faut le savoir, il faut les interroger là-dessus. Si vous voulez passer par EDF pour votre CE. Après, vous pouvez faire un appel d'offres sur les CE. Alors,
toutes ces évaluations thermiques par l'extérieur, on n'a pas de retour parce que le grand intérêt de l'audit énergétique, c'est de savoir combien consomme sa copropriété. C'est de ne pas aller par approximation successive sans savoir finalement ce qu'on va économiser. Le grand intérêt de l'audit, c'est de savoir effectivement où on va. Toutes ces évaluations thermiques par l'extérieur ont été faites sans audit. On sait que c'est mieux, que c'est beaucoup plus agréable, comme a dit Madame. Vous avez raison, il n'y a pas que les économies. On a une vie intérieure qui est beaucoup plus agréable, mais on ne sait pas finalement quel est le retour sur investissement. Voilà. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient la possibilité de le faire et que ça se prêtait bien. On peut tourner encore sur d'autres exemples. Alors voilà, donc vous voyez des photos, donc c'est avant-après. Hein. Bon, vous aurez compris sur les... Alors, on n'a pas traité la ventilation. Il faut savoir que le problème de la ventilation est un gros problème. C'est, je dirais que l'air ne touche pas trop les copropriétaires et pourtant, c'est une source de déperdition énorme. Mais malheureusement, on pense toujours à l'isolation thermique par l'extérieur, aux terrasses, mais rarement à la ventilation. Et pourtant, c'est toujours noté par les thermiciens. Donc, à intégrer dans le plan pluriannuel... Tout à fait. Réfléchir toujours à l'isolation avec la ventilation. C'est vrai que la ventilation et la qualité de l'air intérieur est une problématique importante à réfléchir en même temps que celle de l'isolation thermique. Donc voilà un cas où on a fait une simulation architecturale donc pour montrer ce que ça donnait. Bon, elle est assez simple celle-là. Actuellement, on travaille sur un plot à Sevran où on va effectivement fermer les loggias pour faire des jardins d'hiver. On va avoir une copropriété qui va totalement changer d'aspect et ça, on doit effectivement le montrer aux copropriétaires. Voilà, ça c'est un exemple là, qui est également en cours, où on a complètement rhabillé la copropriété par une vêture et on a fait une surélévation. Alors les élus et les plans d'occupation des sols, les PLU, les élus ont vraiment leur mot à dire là-dessus parce que c'est le cas de Neuilly-Plaisance, où on a été allé voir le maire adjoint à l'urbanisme et il nous a dit niet, pas de densification. Bon, c'est très dommage, c'est une tour et 5 bâtiments sur une grande pelouse. Eh bien, ma foi, pas de densification, on ne peut pas surélever, on ne peut pas créer de duplex, on ne peut pas créer d'ascenseur pour les 4 étages où les personnes âgées voient avec inquiétude le fait qu'elles ne peuvent plus monter ces 4 étages. Donc là, les élus ont un mot énorme à dire sur effectivement l'évolution de leur PLU pour permettre aux copropriétés d'avoir une respiration. Parce que les copropriétés, c'est quand même un pan important de nos villes. Et la requalification de la ville passe aussi par la requalification des copropriétés. Alors, celles qui n'ont pas d'intérêt architectural, comme celle-là, comme celles d'ailleurs qui peuvent être classées comme les bâtiments de Pouillon ou d'Andro et Parra, qui là ont un intérêt architectural, et effectivement, il faut le noter. Donc là, les villes, franchement, elles ont leur mot à dire, et très souvent, elles nous bloquent. Et je dirais que ceux qui sont en charge d'étudier des surélévations possibles savent qu'il y a un gros travail à faire au niveau des élus pour leur faire comprendre et noter que les copropriétés sont un maillon essentiel de leur aménagement urbain. Alors on aura une intervention tout à l'heure justement sur la surélévation et plutôt sur la valorisation des mètres carrés disponibles ou à construire et sur cette problématique du plus justement au plan local d'urbanisme. Donc voilà. Merci Monsieur Vernat. Monsieur Sivardière, donc vous allez nous présenter donc une opération d'accompagnement Murmure où justement on vient d'entendre le témoignage d'un architecte. Vous avez imposé un architecte, entre autres démarches formalisées que vous avez mis en œuvre dans le cadre de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce projet avant de passer à des questions plus transversales? Bonjour. Donc effectivement, ce dispositif est un dispositif qui a été lancé par la métro, donc la communauté d'agglomération grenobloise, avec un certain nombre de partenaires, les communes, l'ADEME, la région Rhône-Alpes, l'ANA, et les fournisseurs d'énergie au niveau local. C'est un dispositif qui cible une période très particulière de construction, donc 1945-1975, et de par une précédente opération, donc une opération programmée d'amélioration thermique des bâtiments, l'OPATB, qui avait eu lieu entre 2005 et 2009, il était apparu que sur le plan thermique, ces bâtiments présentaient une certaine homogénéité. En gros, ils n'étaient pas isolés, pour faire très vite. Et du coup, sur cette opération, 40 diagnostics, audits thermiques avaient été faits, et les 40, ils arrivaient toujours au même résultat. Et du coup, au niveau de la métro, ils se sont dit, si on veut faire quelque chose pour inciter les copropriétaires, c'est pas la peine de commencer par leur faire dépenser 5-6 000 euros, parce que de toute manière, les conclusions seront les mêmes. D'accord ? Donc ça, c'était une première chose. Pour valider à la fois ce fait et une autre originalité du dispositif, à savoir le fait qu'un référentiel technique est imposé, c'est-à-dire que dans le cadre de Murmure, vous ne faites pas ce que vous voulez, et ce référentiel technique, donc s'il s'agit essentiellement de résistance thermique, de l'isolant rapporté minimum,
a été validé par, là encore, 4 audits thermiques sur 4 copropriétés, 4 typologies de copropriétés parmi les plus classiques qu'on trouve à Grenoble, qui a permis donc de valider ce référentiel technique et de dire aux copropriétés, voilà, on vous incite, on va vous accompagner. Donc c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat et le pacte de l'Isère, qui vient un petit peu après l'ALEC pour l'accompagnement plus administratif et humain. Et il n'y a donc effectivement pas besoin d'audit. L'idée, on est plus sur une solution technique de référence, ou universelle, mais à l'échelle grenobloise, donc pas vraiment universelle. Donc il n'y a pas cet audit. Si on regarde sur la diapositive suivante, qui va vous montrer les 3 bouquets de travaux qui sont subventionnés. Donc le premier, c'est ce qu'on appelait le bouquet progressif, donc rénovation progressive, qui ne concerne que les façades. Donc dans ce cas-là, on impose l'ITE sur les façades. D'accord ? L'ITE, ITI, isolation par l'intérieur, ça passe pas. Là, c'est vraiment isolation par l'extérieur. Et en gros, le pourcentage de subvention TTC, tous travaux confondus, c'est-à-dire le pourcentage pour le propriétaire, il est de l'ordre de 10%. La rénovation complète, donc c'est un cran supérieur. On rajoute à la précédente l'isolation de la toiture terrasse, ou des toits ou des combles, quand il s'agit de toiture en pente, du plancher bas, et en option, dans un second temps, les copropriétés qui veulent le faire peuvent aussi travailler sur la ventilation, mais ça n'est pas une obligation. Alors que toiture et plancher bas sont une obligation dans le cadre de ce bouquet. Et on a donc un pourcentage effectif de l'ordre de 20-22%. Le troisième bouquet, qu'on appelait rénovation exemplaire, consiste à rajouter aux travaux précédents le changement des menuiseries et un traitement de la ventilation. Alors pour le changement des menuiseries, l'idée c'est qu'on prend en compte qu'un certain nombre de menuiseries sont récentes. Donc en gros, toutes celles qui sont conformes à l'ART dans l'existant, donc l'arrêté de juin 2007 pour ceux qui connaissent, celles-là n'ont pas besoin d'être changées. En revanche, tout ce qui reste par ailleurs doit être changé à 90%. Il y a eu un choix un petit peu politique de dire on accorde à une copropriété 10% d'anciennes fenêtres qui restent en l'état pour pas qu'un ou deux copropriétaires bloquent la volonté générale de l'ensemble d'une copropriété. Et vous voyez qu'au niveau du taux de subvention, on atteint 30-35% en taux effectif. Ces subventions, au niveau des travaux, dans les 2 premiers bouquets, c'est la métro et la commune de l'agglomération sur laquelle se trouve la copropriété, sauf dans certains cas. Et au niveau du dernier bouquet, l'ADEME vient abonder au titre de bâtiments exemplaires sur le plan thermique, d'où la dénomination. Et en termes de résistance thermique, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'idée c'est que ces résistances thermiques, elles sont calculées, elles sont basées sur le fait que la rénovation exemplaire, donc quand on touche aux 5 postes des perditifs, nous font passer sous le niveau BBC Rénovation à Grenoble, qui est de 96 kWh par mètre carré pour les 5 usages. Voilà. Donc on est sur une obligation de moyens, parce que ces moyens, ils ont été validés, comme quoi ils permettent d'atteindre ce niveau BBC Rénovation. Sur la dia suivante, au niveau des aides, donc je vous ai rapidement brossé les aides globales, donc qui concernent tout le monde, aussi bien les propriétaires occupants que les propriétaires bailleurs. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'aide individuelle pour prendre en compte la disparité des revenus et des ressources des différents copropriétaires. Il ne s'agit pas de mettre dans la difficulté financière 5-10% des copropriétaires qui sont vraiment très modestes en termes de revenus parce que les autres ont les moyens de voter et voulaient voter. Donc l'idée, sur les revenus fiscaux de référence de l'ANA, il y a des aides supplémentaires qui viennent se rajouter en fonction de la catégorie dans laquelle se trouve le propriétaire occupant. Donc vous avez de nouveau 30, 70, 80% d'aides supplémentaires donc sur le reste à charge, sachant qu'en plus là-dessus vient se rajouter le FART, donc le Fonds d'aide à la rénovation thermique. Du coup, les plus modestes ne payent en gros que 15-20% du prix total des travaux, dans le cas par exemple d'une exemplaire. Donc on a vraiment des aides qui peuvent être très très importantes. Naturellement viennent se rajouter le crédit d'impôt développement durable, même si on ne sait pas quel sera son taux l'année prochaine, dans 2 ans et dans 3 ans. Et les co-PTZ, en croisant plus que les doigts, et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont du pouvoir ici, mais il faudrait vraiment qu'ils se dépêchent de le faire sortir, parce qu'en copropriété, c'est un vrai frein. On parlait ce matin un peu des freins aux investissements. Cet éco-PTZ copro, il faut vraiment qu'il sorte, parce que tant qu'il ne sortira pas, on ne pourra rien faire. Alors en termes d'activité, donc le dispositif a été lancé en mars 2010, donc il y a 2 ans et demi. L'ALEC était guichet unique d'information, c'est-à-dire que les gens qui voulaient des informations nous contactaient. Donc vous voyez, en 2 ans et demi, on a eu près de 400 demandes.
Alors, il y en a en gros 10-12% qui étaient un petit peu en dehors des clous, soit pas les bonnes dates de construction, soit en maison individuelle, soit ils appelaient juste pour leurs fenêtres. On a eu alors une charte d'engagement, c'était une charte d'engagement moral, parce qu'effectivement il s'agissait en aucun cas d'obliger les gens, notamment les gens qu'on rencontrait à ce stade-là, le conseil syndical, de s'engager pour la copro à faire des travaux. Mais voilà, ça permettait quand même de les impliquer un petit peu. Donc 150 copros qui se sont engagés dans le dispositif. Aujourd'hui, on en a vu presque la totalité, et donc 140 qui ont été restitués, encore une fois en 2 ans et demi. On va aller jusqu'à à peu près 170 copropriétés étudiées d'ici fin février 2013. L'idée, c'est qu'en l'état actuel des choses, les copropriétaires doivent voter les travaux avant le 30 novembre 2013, sachant qu'on a un comité de pilotage à la fin du mois de décembre qui va peut-être repousser un petit peu ce délai-là. Mais voilà. Au niveau quantitatif, ces 170 copropriétés, ça représente à peu près 8% des copropriétés construites entre 45 et 75 sur l'agglo grenobloise. Il y en a à peu près 2000, donc on est à peu près à ce niveau-là. Voilà, très rapidement, j'avais aussi une photo, il me semble, d'un bâtiment. Alors c'est un bâtiment où à droite, c'est la copropriété qui a voté les travaux et qui les a finis. C'est une des 2 premières copropriétés à avoir voté les travaux, donc ils sont en cours d'être finis. Et puis à gauche, c'est le même bâtiment, mais c'est une copropriété qui s'est complètement désintéressée du sujet. Donc vous pouvez voir la différence d'aspect extérieur. Il n'y a pas forcément grande différence. Et là, c'est un petit zoom sur les fenêtres, parce qu'effectivement, quand on rajoute 15-16 cm d'isolant, puisque c'est à peu près l'épaisseur type dans mur-mur, la fenêtre se retrouve un petit peu plus renfoncée dans le mur. Ceci dit, bon, en été, c'est presque mieux, parce que ça fait un peu plus d'ombre sur les fenêtres. Vous avez des retours de la part des occupants. Cette opération-là, elle a été réalisée quand? Alors, on a effectivement un retour, et je vous remercie de votre question. Effectivement, il y a 2 copropriétés, celle-ci puis une autre qui a quasiment fini les travaux. Et dans l'autre copropriété, on a fait une réunion il y a 15 jours pour faire témoigner ceux qui avaient vécu les premiers travaux, pour essayer de motiver ceux qui devaient voter. Donc il y avait quand même 100 participants, ce qui était bien. Et ceux qui ont vécu les travaux sont vraiment enchantés. Le président du conseil syndical disait que c'était extraordinaire. Alors ils avaient fait l'isolation des façades, la toiture, le plancher bas. Bon, lui en plus il avait changé ses fenêtres, ce qui vient en rajouter aussi. Et il me racontait, il discutait avec une personne âgée qui est dans la copropriété depuis 30 ou 40 ans et qui lui disait que pour la première fois elle n'avait pas besoin de mettre ses pantoufles quand elle se relevait la nuit. Parce qu'ils ont un plancher chauffant et puis maintenant, comme l'isolation par l'extérieur coupe le pont thermique, le plancher il est vraiment chaud. D'accord, donc outre les aspects financiers, un gain de confort immédiat ouais. qui est apprécié de la part des occupants. Et à la limite, c'est juste pour finir, ce gain de confort, il faut d'autant plus insister dessus qu'on s'aperçoit souvent que les gens, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ne chauffent pas à une température 19, 20, 21, comme vous voudrez, et qu'avec les travaux d'économie d'énergie, et ça c'est un problème justement quand on parle de temps de retour sur investissement, c'est qu'en fait les gens, une fois que c'est isolé, il fait plus 18 chez eux, il fait 21. Et donc là automatiquement le temps de retour sur investissement il n'a plus aucun sens parce qu'on n'est pas à niveau de confort égal. Et là il faut avoir ça en tête. C'est vrai que moi au début je partais, ouais vous allez faire des super économies, puis au bout d'un moment je me suis dit attention, s'ils passent de 15, 16, 17 à 21, les économies ça se trouve ils ne vont pas les voir du tout. Et on va se faire allumer derrière. Donc, un effet rebond en quelque sorte, oui. Un petit peu, ouais, ou le fait qu'effectivement quand c'est pas isolé, ça coûte tellement cher d'isoler, de chauffer que on s'auto-limite et on accepte d'avoir froid. Et en fait on fonctionne plus à budget constant qu'à température intérieure constante. Alors juste une petite précision personnelle avec cette histoire de 19 degrés. 19 degrés quand vous avez une paroi froide, c'est pas la même chose que 19 degrés. Voilà. Ça varie en fonction de la vitesse de l'air, voilà, de la température de la paroi. Je crois que je vais le redire en fait à chaque fois maintenant parce que 19 degrés mesurés, c'est pas 19 degrés ressentis. Voilà, pour faire vite. Alors justement, par rapport au gain de confort, donc là, Monsieur Charrier, Monsieur Lombard, vous représentez la démarche de projet dans laquelle vous êtes tous les deux engagés en tant que représentants d'organes fonctionnels de la copropriété des Rives de Saône qu'on a vu en exemple tout à l'heure. Vous n'êtes pas encore, vous êtes encore dans la démarche préparatoire qu'on a abordée ce matin. Je voudrais revenir, quand on a préparé cette journée avec Renaudon, Renaud me disait
attention à la quantité d'informations qu'on va diffuser. C'est vrai qu'avec la copropriété, on est dans une problématique d'acteurs très divers dans leur niveau de connaissance, dans leur niveau d'appropriation des problématiques, et que en dire trop d'un coup, c'est aussi peut-être mettre des freins là où on pourrait les lever si on donnait peu d'informations. Monsieur Cherrier, je voudrais que vous me disiez un peu comment vous travaillez avec dans le cadre de cette commission spéciale que vous avez créée, parce que j'ai vu le travail que vous menez. Il faut dire que vous avez une expérience dans le domaine de la gestion. Votre ancien métier concernait la gestion. Profil de compétences qu'on retrouve souvent dans les travaux qui sont menés sur un travail d'ailleurs qui avait été issu d'une thèse CIFRE à l'UNARC, si je me rappelle bien. Gaëtan Brispierre, il avait fait sa thèse à l'UNARC avec l'idée de leader énergétique. Le leader énergétique est un homme de plus de 55 ans et qui a souvent des compétences, soit des compétences techniques, soit qu'il était auparavant chauffagiste, mais aussi souvent des compétences dans le domaine de la gestion. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que vous en êtes, quand est-ce que vous avez engagé la démarche? Donc, comme je le disais tout à l'heure, la commission isolation a été construite installée il y a 3-4 ans. Les personnes qui s'y mettent, c'est difficile. Comment dire ? C'est malheureusement pas un travail collectif, je dois le reconnaître. Pour l'instant. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait avec le syndic, avec M. Lombard. On a échangé des mails, on s'envoyait des chiffrages, on se les retournait, etc. On se voyait en passant. Il y a une ou deux personnes de cette commission un peu plus motivées, mais dont la motivation ne va pas jusqu'à l'investissement concret. Hein. Donc, on a continué à travailler un peu tous les deux, et par étapes, on a présenté là où on en arrivait. Occasion de quelques échanges. Au milieu du parcours, c'était des échanges un petit peu vifs, parce que on se braquait sur la masse globale, sur le point de détail. Donc je disais qu'on était arrivé hier soir à, la réunion de clôture avant présentation générale. Hier soir, il n'y a pas eu de réaction, je dirais, négative. C'était l'entérinement. Alors, vous me faisiez part, quand on a préparé cette journée, du fait que maintenant, quand il y a des questions qui sont posées en Assemblée Générale de Copropriété, en fait, vous n'y répondez pas tout de suite pour éviter la polémique. Voilà, éviter de rentrer dans la polémique. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Les questions sont répondues dans le PV d'AG. Lorsqu'on a fait la réunion du mois de juin, où on présentait à l'ensemble des copropriétaires la première étude de faisabilité de l'architecte, et donc on avait souhaité que cette présentation ne soit pas faite par l'architecte. C'est là encore M. Lombard et moi-même qui avons fait la présentation, et sur la suggestion d'un membre de la commission d'ailleurs, on a dit les questions, les gens lèvent la main, posent la question, elle est notée, mais on ne répond pas. Et la réponse a été donnée dans le compte-rendu. Voilà. Donc, et ça calme le... Voilà, donc ça implique aussi de prendre le temps pour répondre. Il y a des réactions dans la salle. Je pose juste une dernière question. Il nous reste quelques minutes ensuite pour un échange avec la salle. Moi, je me pose quand même remarque de Renaudon. Oui. Oui.
Donc c'est très important, hein, toutes ces réactions sur la méthode de travail en fait du conseil syndical et du syndic, parce qu'on voit bien que là on a affaire à des gens qui sont non professionnels, qui travaillent de par ailleurs, qui n'ont pas l'habitude de travailler sur ce genre de projet, et que l'organisation du travail est le point clé de la réussite d'un projet. Donc effectivement, il y a 2 ans, il y a Gaëtan Brice-Pierre, donc qui est un sociologue qui a fait une thèse, mais dans le cadre de ses études, hein, avec qui on a beaucoup échangé, mais il n'a pas travaillé du tout pour l'ARC, qui a fait sa thèse et qui en a ressorti le profil du leader énergétique. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça évolue tous les jours. Donc on est plus dans l'idée d'un ou d'une leader, d'un leader de la rénovation. Donc déjà, on élargit le champ. Et aujourd'hui, à l'ARC, on a aussi embauché une sociologue, donc qui étudie les groupes, comment les gens travaillent et cette notion de projet, comment elle avance, et qui doit rendre d'ici 1 an donc des outils pour ces fameux leaders de la rénovation, pour leur permettre d'avancer. Donc le travail du bilan initial de copropriété, c'est une des briques. Toutes ces expériences accumulées, c'est des briques qu'elle va synthétiser. Elle interviewe une centaine de copropriétés, elle va suivre des projets. Avec des outils qui vont permettre donc au conseil syndical et au syndic de savoir travailler. Donc juste pour illustrer un peu ça, c'est vrai que quand on travaille en groupe, il faut des groupes un peu restreints avec des vrais leaders dans le conseil syndical, le syndic qui arrive à prendre des décisions pour agir relativement vite. Mais l'idée, c'est quand même, in fine, de convaincre la majorité des copropriétaires. Donc on fonctionne par cercle en fait de décision, de différents degrés d'implication. Et là, c'est important d'avoir toujours un accompagnateur indépendant qui est toujours là pour voir si le leader ne prend pas trop d'avance par rapport au peloton. Parce que ça, c'est contre-productif. Si vous avez quelqu'un qui est trop motivé, qui fait trop, en fait, ce qu'on dit généralement, la perception des copropriétaires, c'est ce qui est fait sans nous est fait contre nous. A priori, c'est ça. Donc, c'est comment on élargit les cercles, qu'on met à disposition les informations et que les gens ne puissent pas dire on n'a pas été prévenu. Donc, c'est tout ce travail de communication qu'il faut bien anticiper. Donc, c'est vrai qu'il faut des outils, il faut des professionnels qui drive pour pas qu'on ait des contestataires et qu'en même temps, le groupe qui va vraiment travaille pour de vrai et qu'il n'y ait pas juste une personne, le président, qui scoltine tout, comme c'est le cas aujourd'hui dans 90% des cas, je vous rassure. Donc l'importance des éléments moteurs est d'avoir un chef d'orchestre pour faire de la cacophonie une symphonie peut-être. J'ai une dernière question et puis ensuite on amorce un échange avec la salle. La question de la confiance, des aspects moteurs. Monsieur Voncam et peut-être Fabienne, comment est-ce que vous retraduisez les informations techniques ? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que quand on voit la nature des documents qui sortent, par exemple un rapport d'audit énergétique, si vous n'êtes pas spécialiste, vous avez beau être volontaire et moteur dans votre conseil syndical. Alors comment vous travaillez, vous, avec les copropriétaires ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de thermicien va aussi un tout petit peu évoluer vers le métier de pédagogue. Parce que quand on est en face d'un public comme les copropriétaires, il faut un tout petit peu aussi parler un peu leur langage, ramener le langage technique pour qu'ils puissent le comprendre. Nous, en ce qui nous concerne, on aime bien parler de besoins, de chaleur, d'enveloppe, de murs, plutôt que de parler, par exemple, de capacité thermique, des termes qui sont purement techniques, mais de faire bien comprendre aux copropriétaires que la question, c'est de pouvoir évaluer quels sont vraiment leurs besoins de chauffage, leurs besoins réels, comment est-ce qu'on peut réduire ce besoin et comment est-ce qu'on peut pouvoir leur apporter derrière des solutions pour pouvoir compenser ces besoins. Oui, parce que finalement, j'ai l'impression que parfois en assemblée générale, le débat part pas toujours comme il mériterait de partir, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des questions, des problématiques, par exemple en matière de rénovation énergétique, de problématiques techniques, quel choix technique on va faire. Fabienne, est-ce que ça fait... comment est-ce que tu travailles, par exemple est-ce que c'est toi qui est susceptible de retraduire un rapport d'audit énergétique ? Est-ce que c'est un outil que tu vas ou un document que tu vas t'approprier et retraduire ensuite ?
Oui, effectivement. Je ne sais pas si on m'entend. Donc, effectivement, c'est un outil qui est très complexe. Et donc, il est nécessaire de pouvoir le retraduire, le simplifier, le vulgariser pour les copropriétaires et en tirer l'essentiel. Donc, l'essentiel des économies possibles et comment est-ce qu'on peut avancer pour que tout le monde soit d'accord sur le projet. À l'occasion du projet du Grand Dijon, on a fait une équipe qui fonctionnait bien, je trouve, entre donc Francis du cabinet du Paquier. On avait quelqu'un du Pacte qui était là donc pour présenter les financements et moi qui faisais la médiation un petit peu donc sur la vulgarisation et puis l'accompagnement. Le fait aussi de venir d'une association donc qui donne des conseils totalement gratuits, indépendants et neutres rassure beaucoup les copropriétaires et leur permet vraiment d'être en confiance pendant les réunions et d'accepter les conseils qu'on leur donne. Ça, je crois que c'est vraiment ce que disait Renando ce matin, hein, l'accompagnant, c'est quelqu'un de vraiment important parce que d'un seul coup, il n'y a plus cette relation financière entre les gens et donc on arrive à avoir un débat totalement dépassionné et vraiment beaucoup plus intéressant. J'ajoute du coup... Si je peux rajouter quelque chose à ce que Mme Sérignac vient de dire. Bon, moi, je pense qu'il est important que dans la restitution des audits auprès des copropriétaires, que le syndic ou le conseil syndical puisse faire appel aux associations qui ont l'habitude d'apporter ce niveau de communication au niveau des copropriétaires, de pouvoir s'associer au bureau d'études, d'échanger là-dessus, donc pas forcément de se voir avant, mais de pouvoir échanger les rapports dessus, de pouvoir faire une présentation commune. On a expérimenté avec l'opération du Grand Dijon et on peut dire qu'à ce niveau-là, c'était beaucoup plus efficace que de venir de techniciens se présentant en assemblée générale et de présenter un audit, quoi. Je voudrais rajouter que l'accompagnement peut se faire beaucoup plus tôt en amont, dès le premier contact avec les espaces info-énergie qui aujourd'hui ont la compétence pour répondre à tous les copropriétaires et les diriger vers des projets plus intéressants, leur expliquer la législation, les obligations qu'ils ont avec les audits ou pas, etc. Donc il ne faut surtout pas hésiter, chaque département a son espace info-énergie, il y a les ADIL aussi, il faut se renseigner, il faut aller les questionner, ils sont là pour ça. D'où la nécessité d'anticiper et d'avoir l'information, c'est-à-dire de bien discuter et d'avoir les bons éléments pour le faire. Monsieur Lombard, et puis ensuite on passe aux questions de la salle. Je crois qu'il y a deux clés essentielles pour la réussite d'un tel projet. La première clé, c'est le syndic. Le syndic peut être spectateur de sa copropriété ou il peut être acteur de sa copropriété. S'il est spectateur, je crois qu'il faudra un conseil syndical extrêmement fort et persuasif pour arriver à faire avancer le projet. Si le syndic est acteur, je pense qu'il peut aller jusqu'au bout du projet à partir du moment où il a un conseil syndical ou au moins un président de conseil syndical qui est actif. Ça a été le cas dans notre copropriété où, je retraduis un tout petit peu ce qu'a dit M. Cherrier, c'est que dans les membres de la commission, parce que c'était une commission, je le rappelle, c'était en dehors du conseil syndical, il y avait des participants totalement négatifs et destructeurs, et il y avait des participants particulièrement actifs. Il faut bien évidemment, à partir du moment où le syndic est acteur et le président est acteur, s'appuyer sur ces deux personnes. C'est ce qui a été fait. Nous avons principalement travaillé tous les deux et beaucoup pour arriver là où nous en sommes. Sinon, même avec les bureaux de conseil, même avec les thermiciens, si le syndic n'y met pas de la bonne volonté, s'il n'est pas une fois de plus acteur, pour récupérer toutes les archives dont on parlait. C'est un gros boulot pour le syndic. S'il ne croit pas lui-même en le projet, il ne fera pas en sorte que le projet arrive au bout. Merci. Alors, je vous invite à poser vos questions. Alors, merci de n'utiliser que les micros mobiles pour des facilités de gestion des prises de parole. Alors, bonjour. Claude Felouza, je suis président de l'Arc Auvergne.
Et j'ai donc 2-3 questions à poser et une petite expérience à vous raconter. En 2012, nous avons eu des travaux de rénovation énergétique, mais concernant uniquement la chaufferie, 160 lots, 4 immeubles, 500 000 € de travaux. Et je vais revenir sur ce que disait monsieur. La participation du syndic me paraît indiscutable. Il faut que le syndic s'engage. Il n'y a pas à être spectateur, c'est pas possible. Le conseil syndical non plus. Nous avons fait plusieurs réunions. J'y ai assisté parce que le conseil syndical qui est adhérent m'a demandé d'assister à toutes les réunions. Donc nous avons contacté plusieurs chauffagistes, etc. Et alors ce qu'à mon avis n'a peut-être pas été assez notifié dans les exposés de ce matin et de cet après-midi, c'est que le conseil syndical et le syndic peuvent faire un travail efficace. Mais à mon avis, ça ne suffit pas. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons réuni à 2 reprises l'ensemble des copropriétaires. Mais pas en assemblée générale. L'ensemble des copropriétaires, la première fois avec 2 chauffagistes, avec des diaporamas pour exposer aux copropriétaires l'importance des travaux, l'utilité, l'éventuelle réduction énergétique faite, et une deuxième avec donc le chauffagiste qui avait été choisi pour effectivement rediscuter tout ça et surtout répondre aux questions de tous les copropriétaires. Et croyez-moi, c'était pas facile parce que c'était une copropriété qui était presque en difficulté. Et donc, suite à cela, nous avons fait acter par le chauffagiste une économie de 30% d'énergie dans le contrat, donc sur une moyenne des 5 dernières années, ce qui me paraît quand même déjà intéressant. Et nous avons fait un prêt collectif avec le syndic. Mais si le syndic n'était pas là, ça ne serait pas bien fait. Et en assemblée générale, à la dernière assemblée générale, nous avons eu le même résultat que monsieur, c'est-à-dire en gros 90% de vote pour ces travaux. Donc ça me paraît important que l'ensemble des copropriétaires soient concernés par aussi ces études. Alors moi j'ai encore une petite question, une ou deux petites questions. C'est jusque fin 2011, l'ADEME subventionnait les audits énergétiques à hauteur de 50 à 75%. Et d'un seul coup, dès que le décret d'obligation est sorti, l'ADEME ne subventionne plus rien. Donc je me pose la question, est-ce que c'est vraiment équitable ou est-ce qu'il y a une raison particulière? Ensuite, je pense que les collectivités locales devraient subventionner les copropriétaires. Et je pense que le prêt à taux zéro, qui a été mentionné tout à l'heure, devrait rapidement être mis en place pour aider justement les copropriétaires en difficulté à le faire. Et dernier point, et je rejoins ce que vous avez dit, quand vous avez des copropriétaires, et aujourd'hui, la plupart quand même sont relativement âgés. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas des jeunes. Hein. C'est des gens qui ont acheté il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Ces gens, je suis désolé de vous dire, mais si vous faites 20 degrés ou 21 degrés, ça ne leur convient pas du tout. Parce que souvent, c'est des gens qui sont habitués avec les anciennes techniques de chauffage à 23, 24, si ce n'est pas plus. Et donc, ça pose un problème après de constat. Alors, merci de faire court dans les questions pour que tout le monde puisse s'exprimer, parce que malheureusement, on ne pourra pas prendre beaucoup de questions. Juste une... Bah oui, si les questions sont trop longues, on peut en prendre moins. Quelqu'un veut répondre ? Les intervenants peuvent utiliser les micros qui sont en tribune. Alors, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Donc, pour répondre à monsieur sur les subventions de l'ADEME, effectivement, le but d'une subvention, c'est d'encourager quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc, à partir du moment où les audits, les DPE sont devenus obligatoires pour une grande partie des copropriétés, eh bien, il n'y a plus lieu de faire bénéficier d'une subvention. Pour ce qui est du PTZ collectif, je vous rejoins et si quelqu'un dans la salle peut faire évoluer les choses au niveau gouvernemental pour que ce décret qu'on attend depuis 1 an maintenant sorte enfin et nous aide parce que ça va être un outil formidable, je pense, pour faire de grosses rénovations et assez rapidement. Donc effectivement, on attend tous avec ferveur ce prêt à taux zéro collectif. Je crois que c'est une attente qui a été formulée 2 fois, mais je pense qu'elle est partagée dans la salle. Juste, je me permets de vous répondre sur la perception du confort thermique par les personnes âgées. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai entendue à École des Ponts sur la rénovation d'une maison de retraite où on avait mis un plancher chauffant. Et ben même à 23 degrés, les personnes âgées, elles avaient froid. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient besoin de voir la source de chaleur. Donc c'est peut-être pas tant une question de température d'ambiance que de voir la source de chaleur. On prend une dernière question. Tenez, monsieur.
Bonjour, Laurent Atienza, Bureau d'études Écovenir. J'ai une question courte d'ordre technique. Je suis très perturbé par rapport à la faisabilité de l'isolation extérieure des façades par rapport à la problématique des balcons et diverses terrasses. On traite une isolation, donc on va maintenir d'importants ponts thermiques au niveau de ces éléments-là. Je suis preneur d'avoir l'expérience de ceux d'entre vous qui ont mené donc des projets de rénovation en isolation extérieure. Comment cet aspect de ponts thermiques, de traitement des ponts thermiques importants au niveau des diverses terrasses a été traité? Si vous n'avez pas une crainte aussi de dégradation et de pérennité future au niveau du bâtiment. Alors, une question très technique. Je ne sais pas si les copropriétaires se la posent. Un élément de réponse? Dans le cadre de Murmure, je vous ai parlé des 4 simulations qui avaient été faites sur 4 coprotypes, avaient montré qu'en fait, financièrement, ce n'était pas raisonnable d'imposer de traiter les ponts, soit en les isolant, soit en les sciant et en remettant des choses sur les poteaux. Donc, globalement, effectivement, il y a un pont thermique au niveau de la dalle. Quand on a des balcons filants sur toute une façade, c'est vrai qu'à la limite, en fonction de la surface vitrée, on peut s'interroger sur la pertinence d'isoler par l'extérieur. Il y a quand même aussi, en tout cas, sur les 83 ou 84 copros que j'ai vus, toutes n'ont pas des balcons partout, quoi. Donc, effectivement, ponctuellement, il reste des ponts thermiques liés à la dalle du balcon, mais financièrement, c'est trop compliqué, c'est trop cher, quoi. Donc, c'est un petit peu comme pour l'encadrement des fenêtres, les tableaux, linteaux. L'idée, c'est de dire qu'on préfère que les gens fassent bien la façade. Ça, au moins, c'est fait, parce que ça, ils le font qu'une fois tous les 20-25 ans au moment du ravalement. Le reste, on verra, quoi. Un peu le mieux est l'ennemi du bien, donc on a préféré faire bien, puis après, on verra. Merci. Donc, qui renvoie à la typologie du bâti aussi qu'on considère et qu'on va rénover. Monsieur, dernière question. En 10 secondes, tu fais comme au Vorarlberg, il coupe tous les balcons béton armé. Oui, donc c'est sectionner systématiquement les balcons béton armés au Vorarlberg, à Dordogne. J'ai assisté à ces chantiers-là. Systématiquement, tout est tronçonné. Ça coûte pas cher. Bon, sauf si on refait, comme tu disais, un ensemble extérieur en ossature métallique. Voilà. Merci. Nous allons sans plus tarder passer à la deuxième table ronde. Je suis désolée, c'est toujours très frustrant. Il y avait d'autres questions dans la salle. Voilà, on est obligé de faire des choix. On a voulu faire 2 tables rondes plutôt qu'une grande table ronde. Je remercie tous nos intervenants. J'espère que vous aurez des discussions fructueuses à l'issue de cette première table ronde. J'invite les intervenants de la deuxième table ronde à nous rejoindre.